Comment ralentir et arrêter une voiture d'un léger coup de frein? Quelle est la différence entre les freins sur roue et les freins à tambour? Pourquoi les voitures familiales ont-elles des freins à tambour et des freins sur roue à l'arrière, alors que les roues avant sont toutes équipées de freins sur roue? Aujourd'hui, 5e épisode de Structure automobile. Examinons en détail les différences, les avantages et les inconvénients des freins sur roue et des freins à tambour. Merci. Commençons. Commençons par les freins sur roue les plus courants sur les voitures familiales, également appelés freins à disque ou freins à empilement. Avant d'expliquer le principe des freins sur roue, il est important de comprendre la structure qui fixe les freins à la roue. Il s'agit du moyeu de roue. Souvent appelé moyeu de roue, la jante extérieure en acier est en réalité l'axe de roue. Le moyeu de roue est situé derrière le disque de frein et sert à fixer le disque et le moyeu. La partie centrale est le roulement du moyeu de roue et la partie supérieure est la bride. Une fois assemblés, la roue et le disque de frein peuvent tourner normalement sans affecter l'angle d'inclinaison. L'angle d'inclinaison est toujours constant et sa fonction est de fixer les plaquettes de frein et le système de suspension de la voiture. Examinons maintenant la structure du disque de frein. Il s'agit de l'étrier, également appelé cylindre de roue. Il sert de support, fixant le piston et les plaquettes de frein intérieures. Le disque de frein est situé entre les plaquettes de frein. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, le liquide de la conduite de frein est pressurisé contre le piston. Cette pression pousse le piston vers l'intérieur, plaquant les plaquettes de frein intérieures contre le disque. Les plaquettes de frein sont immobiles et ne tournent pas, tandis que le disque tourne à grande vitesse en synchronisation avec la roue. Dès que les plaquettes entrent en contact avec le disque, une friction se produit. Plus vous appuyez fort sur la pédale de frein, plus l'étrier est poussé vers l'intérieur, ce qui augmente la friction et la force de freinage. C'est le principe des freins à disque. Ils offrent 3 avantages. Premièrement, les particules de frein peuvent être contrôlées linéairement. La force de freinage est déterminée par la force appliquée au frein. En bref, le conducteur a un meilleur contrôle sur la dynamique du véhicule. Deuxièmement, ils offrent une excellente dissipation thermique car ils sont exposés à l'air, ce qui permet à celui-ci de se refroidir pendant la conduite. Un freinage répété réduit la surchauffe, permettant un freinage constant. Certains disques de frein creux, en particulier, offrent une meilleure dissipation thermique. Troisièmement, ils sont faciles à entretenir et à démonter. La puissance de freinage d'un véhicule est directement liée non seulement à la puissance de freinage du conducteur, mais aussi aux matériaux et à la taille des plaquettes de frein, ainsi qu'à l'adhérence des roues. Il existe 2 types de plaquettes de frein. Le premier est le type flottant, également appelé type à piston unique. Lors du freinage, un piston appuie d'abord sur la plaquette de frein d'un côté, puis glisse vers l'avant, permettant à l'autre plaquette de coller. Il en résulte une répartition de la force moins uniforme entre les 2 plaquettes de frein. Avec le temps, les plaquettes de frein d'un côté s'usent en premier, ce qui entraîne une puissance de freinage linéaire plus faible, une dissipation thermique réduite et des limites de force de freinage plus basses. Cependant, cela est parfaitement acceptable pour les voitures familiales. Un autre type de frein est le frein fixe, également appelé frein à piston multiple. Les pistons sont conçus symétriquement des 2 côtés. Lors du freinage, les 2 pistons exercent simultanément une force vers l'intérieur, répartissant cette force uniformément sur les plaquettes de frein des 2 côtés. Il en résulte un freinage plus linéaire et une force de freinage plus importante. Plus le nombre de pistons est élevé, plus la surface totale des pistons est importante et la puissance de freinage est globalement meilleure. Certaines voitures haute performance utilisent des freins multipistons qui offrent une puissance accrue. Cela nécessite également un contrôle constant du freinage. Certaines voitures puissantes récentes affichent des centaines de chevaux, mais utilisent des freins flottants, des plaquettes de freins petites et des pneus étroits. C'est un exemple classique de l'inadéquation extrême entre puissance excessive et force de freinage. À grande vitesse, il n'est pas toujours possible de s'arrêter. Il n'est pas exagéré de dire que cela équivaut à voler de l'argent. Maintenant que nous avons parlé des freins à disque, passons aux freins conventionnels,
couramment utilisés sur les roues arrière des camions et des voitures. Commençons par examiner la structure d'un frein conventionnel. La plaquette de frein et le tambour de frein. La plaquette de frein est montée sur la roue et tourne avec elle, tandis que la base de la plaquette de frein est montée sur l'essieu. Les plaquettes de frein sont situées de chaque côté du levier de frein, tandis que le piston est au centre. Lorsque la pédale de frein est enfoncée, le piston pousse vers l'extérieur, comprimant le corps du frein. Cela force les plaquettes de frein des deux côtés du corps à entrer en contact avec les os du frein. La force de frottement générée lors de la décélération et de l'arrêt est similaire. Les freins à disque exercent une force vers l'intérieur, tandis que les freins à tambour exercent une force vers l'extérieur. Les freins d'origine présentent deux avantages. Un coût inférieur, permettant aux constructeurs automobiles de maîtriser leur coût, et une puissance de freinage exceptionnelle. Les plaquettes de frein ont une grande surface et offrent une puissance de freinage supérieure à celle des freins à disque. Cependant, sur les voitures familiales, leurs inconvénients l'emportent sur leurs avantages. C'est pourquoi ils sont progressivement abandonnés sur le marché des voitures de familiales. Ils présentent trois inconvénients. Premièrement, leur étanchéité relative entraîne une mauvaise dissipation de la chaleur. Un freinage continu est impossible et un freinage excessif peut facilement entraîner une défaillance des freins. Les camions équipés de freins d'origine utilisent également un système de refroidissement par eau, ce qui est peu pratique pour les voitures familiales. Deuxièmement, la force de freinage est violente et incontrôlable. Dès que les plaquettes entrent en contact avec les tiges de frein, elles sont tirées par le tambour, générant une force de rotation qui déforme légèrement les plaquettes et accentue la tension. Vous pouvez essayer de ralentir d'un léger coup, mais un freinage aussi violent peut vous immobiliser instantanément. Ce n'est pas un problème pour les camions, car ils sont plus lourds et nécessitent une force de freinage plus importante, ce qui rend les freins usagés plus efficaces. Cependant, leur utilisation sur les voitures familiales peut nuire au contrôle du conducteur. Enfin, ils sont sujets à la rouille et peuvent provoquer des blocages. La rouille sur une plaquette de frein pendant des mois peut entraîner une corrosion par rouille. La rouille sur une plaquette de frein usagée empêche les plaquettes de revenir à leur position initiale, ce qui provoque le blocage des roues arrière et le calage du véhicule. De plus, le revêtement de la plaquette rend les réparations plus complexes. Maintenant que nous avons découvert les freins usagés et les plaquettes de frein, abordons le problème évoqué au début de la vidéo. Pourquoi les voitures familiales sont-elles équipées de freins à traction avant, tandis que les roues arrière sont équipées d'une combinaison de freins à disque et à tambour? La répartition de la force de freinage sur les voitures familiales est généralement plus élevée à l'avant et plus basse à l'arrière. Les modèles à traction avant reçoivent jusqu'à 70% de la force de freinage, tandis que les modèles à propulsion en reçoivent un peu moins. Cependant, les roues avant reçoivent toujours une force de freinage supérieure à celle des roues arrière. Les roues avant supportent la majeure partie de la force de freinage. Les freins à tambour sont donc essentiels. Ces freins ne bénéficient pas du freinage linéaire et de la dissipation thermique nécessaires aux roues avant. De plus, avec des freins à tambour avant et arrière, les roues arrière peuvent bénéficier d'une force de freinage plus importante. Si des freins à tambour sont utilisés sur les roues arrière, leur force de freinage sera moindre, car il manque de linéarité. La force de freinage arrière est principalement utilisée pour assister le véhicule, généralement après le serrage du frein de stationnement, et n'est pas utilisée fréquemment. Par conséquent, les freins à tambour peuvent être utilisés sur les roues arrière. De par leur conception, les freins à tambour offrent une force de freinage plus importante que les freins à tambour, ce qui les rend moins sujets au dérapage. Cependant, cela réduit la force de freinage pendant la conduite. Après tout, l'utilisation de freins à tambour sur les roues arrière entraîne une force de freinage moindre. Pour toutes ces raisons, ce n'est qu'une question de temps avant que les freins à tambour ne deviennent obsolètes sur le marché des voitures familiales. Si vous utilisez encore les anciens freins sur les roues arrière, c'est certainement un raccourci. Les camions sont différents. Ils ont besoin de la force de freinage importante des freins à tambour. Dans le prochain numéro,
nous aborderons les fonctionnalités de freinage avancé, telles que l'assistance au démarrage en côte à BZSP, le freinage automatique et le freinage d'urgence. Les prochains numéros, au nombre de plus d'une douzaine, seront consacrés à des sujets liés au châssis du véhicule. Les propriétaires intéressés peuvent nous suivre pour ne rien manquer de l'actualité. Vous étiez avec l'automobile.